Ce matin, finalement, on a parlé avec la Fédération nationale du bois d'investissement dans les scieries. Je trouve que c'est assez logique, même si ça a l'air deux sujets complètement différents, de parler cet après-midi de morcellement de la forêt. Alors, ce que vous m'avez demandé de vous présenter, c'est pas forcément un état de morcellement de la forêt, même si je vais essayer à grands traits, mais c'était plutôt la vision du ministère de l'Agriculture sur ce morcellement, quel impact, est-ce que c'est grave finalement, est-ce que c'est grave d'auteur, et puis qu'est-ce que les pouvoirs publics tentent de faire. Alors, si j'arrive à faire fonctionner, parce que vous êtes surtout occupé, j'y arrive rapidement. Hop, première chose sur l'état des lieux, pour qu'on se mette d'accord, alors j'entends que Jean-Yves va présenter des chiffres, il faut quand même qu'on dise d'abord qu'en forêt, il y a plusieurs sources de données et qu'elles ne sont pas concordantes parce qu'elles ne calculent pas la même chose. Donc il ne faut pas vous étonner de lire dans certains rapports qu'il y a 10 millions d'hectares de forêt privée et qu'il y en a plus dans d'autres rapports. C'est juste que les sources ne sont pas concordantes. Vous avez le cadastre, vous connaissez par cœur et vous savez aussi qu'il n'est pas à jour. Et puis, on utilise, en tout cas dans nos services, on utilise plus rapidement, en tout cas plus souvent, l'enquête qui est faite par le service de la statistique du ministère de l'Agriculture, mais qui ne prend en compte que les propriétés de plus d'un hectare. Donc, comme il y en a quand même beaucoup sur moins d'un hectare, forcément, les chiffres ne sont pas cohérents, mais si vous parlez en pourcentage, globalement, ça peut aider. Quelques chiffres qui sont bien connus, je ne suis pas rentrée dans beaucoup de détails, mais je pense qu'à partir de quelques chiffres, on se rend compte de combien la forêt française est obsolète. Le premier chiffre que tout le monde a à peu près en tête, c'est qu'il y a plus de 3 millions de propriétaires de forêt en France. Ça, c'est les données du cadastre. Le premier chiffre qu'il faut donner, c'est tout de suite, c'est il y en a combien qui ont moins de 1 hectare? Il y en a 2 millions de. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, et que ces 2 millions ils possèdent 7% de la forêt privée, on comprend bien qu'il y a beaucoup de propriétaires et il y en a beaucoup qui ont très peu de forêt. Là où on rentre dans des choses qui sont plus connues, en tout cas pour ceux qui sont dans le secteur agricole, c'est que si on parle des propriétaires qui ont plus de 4 hectares, ils sont environ 400 000. Ce qui est à peu près la population agricole française. On retombe dans une population qui n'est pas oh, j'en ai 3 millions devant moi, comment je vais faire? J'en ai 400 000. Donc 300 000, 400 000 propriétaires de 4 hectares, c'est pas 67% de la surface française, c'est essentiel. Et puis, on a ceux qui ont plus de 25 hectares, ceux qui sont un peu spécialistes du grand forestier, vous savez, plus de 25 hectares, on a l'obligation d'avoir un document de gestion durable. Et ceux-là, ils sont 50 000 propriétaires, qui la moitié de la surface française, et c'est les 3 quarts de la production commercialisée de bois sur forêt. Rien qu'avec ces quelques chiffres-là, on voit bien que derrière le propriétaire forestier, il y a plein de choses différentes. Il y a le gros propriétaire, le petit propriétaire. Dans les propriétaires de moins de 1 hectare, je pense que vous en êtes peut-être, certains ne savent même pas qu'ils sont propriétaires, en tout cas, ils ne savent même pas où est leur forêt. Et puis on a des gens qui, plus de 25 hectares, gèrent activement leur forêt, voire même qui en vivent. Alors, au-delà des chiffres, il y a quelques choses. Je pense que derrière le morcellement, on a deux notions qui sont différentes, mais qui arrivent au même résultat. C'est le morcellement foncier, c'est-à-dire le fait d'avoir plein de gens et plein de petites propriétés. Et puis il y a la parcellisation, c'est le fait que même si j'ai soit une grosse forêt ou une petite forêt, je peux avoir 1 hectare et il est totalement parcellisé, c'est-à-dire éparpillé. Je ne sais pas si on voit bien. Mais par exemple, sur cette diapo-là, il y a un propriétaire en jaune, et bien il a une quarantaine de parcelles pour à peu près 1 hectare de forêt. Donc ça, c'est la parcellisation. Mais derrière le morcellement, on dit la même chose. La réalité des chiffres, c'est que la situation, elle est très différente en forêt publique et en forêt privée. En fait, on parle de morcellement, et pour l'essentiel, ça peut arriver aussi en forêt publique, hein, pour l'essentiel, en forêt privée. En forêt domaniale, on a payé les chiffres 1,7 million d'hectares, et pour 1300 forêts domaniales. Je ne dis pas que toutes font 1300 hectares, mais c'est vrai que la taille d'une forêt domaniale est très rarement quelque chose de pareil pour les forêts de collectivité, même si les surfaces sont moins grandes, on est aussi sur des forêts de plus grande ampleur. Et donc, le sujet du morcellement existe moins en forêt publique, même si le ministère de l'Agriculture invite souvent des communes forestières à se regrouper pour simplifier la tâche de l'ONF, le gestionnaire de la forêt publique. Oui, un autre élément de cet état des lieux, c'est de dire qu'entre les deux recensements d'enquête, finalement,
l'état de ce morcellement ne s'est pas amélioré, n'a pas beaucoup empiré non plus. On ne peut pas dire qu'on voit des choses catastrophiques. On vous regarder le détail du tableau. C'est pas tellement ça qui m'intéressait de vous parler aujourd'hui. C'était plutôt de se dire, mais alors, le morcellement de la forêt, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un vrai problème d'avoir plein de petites parcelles? Je dirais que ça dépend d'où on se place. En tout cas, pour nous, ministère de l'Agriculture, on estime que c'est un sujet et que c'est un problème, et que ce n'est pas seulement un problème du propriétaire forestier, c'est un problème de filière en général. Parce que ça a plusieurs types d'impacts, je les ai mis dans un ordre donné, peu importe. Le premier, il est évident, c'est un impact économique. Quand on a des petites parcelles, toute intervention est plus chère, moins rentable, peu compétitive, voire même impossible, parce que si j'ai une petite forêt, elle n'est pas aménagée, parce que je n'ai pas les moyens de faire des investissements pour, en tout cas pas l'intérêt de faire des investissements pour, et comme elle n'est pas aménagée au sens, il n'y a pas de dessert, pas de piste pour aller chercher le bois, je ne vais pas chercher le bois. Donc c'est autant de bois qui n'est pas mobilisé, et comme vous le disiez, l'objectif du plan national de la forêt du bois, c'est bien de mobiliser plus de bois, pas mobiliser pour mobiliser, mais de se dire qu'il y a un marché du bois qui est en essor, et qu'il faut que les propriétaires forestiers français puissent aller chercher des marchés et on espère des prix rémunérateurs. Donc, problème économique, et qui est un problème maintenant et qui est un problème demain. Pourquoi maintenant et demain? Maintenant parce que j'ai du mal à aller mobiliser du bois parce qu'il est éparpillé, mais c'est aussi un problème demain parce que cette forêt n'est pas gérée, très peu, elle n'est pas renouvelée, très peu, et donc demain c'est une forêt qui produira du bois de moindre qualité et qui sera non renouvelée, c'est-à-dire vieillissante et pas très pratique. De moindre qualité, je peux faire lien avec ce que vous avez dit ce matin à l'Assemblée générale de la Fédération nationale du bois. Certes, les amisseurs du bois en quantité, mais ils ne veulent en qualité. Donc si c'est pour produire du bois de chauffage parce qu'on n'a pas fait de sylviculture, parce que ce n'était pas compétitif et pas rentable, c'est demain du bois qui sera mal valorisé, et donc ça ne permettra pas de régénérer la forêt. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'impact économique, vous le voyez, il est très important. Il y a aussi un impact environnemental. Alors là, je préfère m'arrêter 10 minutes pour vous dire que ce que je vais vous dire et ma vision des choses, elle n'est absolument pas partagée, à mon avis, par les collègues de France Nature Environnement. Certains vous diront c'est très bien d'avoir une forêt avec morcelée pour partie, parce que du coup, c'est une forêt qui est, on va dire, en libre évolution pour certaines, ou en tout cas avec moins d'intervention, et donc c'est un réservoir à biodiversité. Moi, je pense à l'opposé, c'est qu'une forêt qui n'est pas gérée, c'est une forêt qui se dégrade. Ce morcellement, ça peut aussi conduire à la fragmentation physique des cultures, des routes, etc. Et donc sur la biodiversité, sur le continuum de biodiversité, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis, encore plus embêtant, de mon point de vue, c'est que ça a un impact social, pas social au sens les gens ne peuvent pas aller se promener en forêt, on parle de forêt privée. Le sujet n'est pas aller se promener en forêt privée, mais plutôt qu'une forêt qui n'est pas entretenue, c'est une forêt vieillissante et c'est une forêt entre guillemets plus dangereuse pour les incendies, pour la réservoir de maladies, etc. Et puis c'est un endroit où on a beaucoup plus de mal à faire respecter tout ce qui est l'obligation de faire du débroussaillement. Donc par rapport à l'incendie, les grands incendies qu'on voit, et vous avez vu dans la presse encore des incendies qui sont récents avec des périodes de sécheresse qui vont maintenant bien au-delà de l'été, c'est vrai que c'est un sujet. Alors, que fait l'État? Donc, face à tout ça, à nouveau, cette histoire de morcellement, que fait l'État? Je pense que aussi loin qu'on regarde dans la politique forestière, de tout temps, l'État s'est dit mais il faut lutter contre le morcellement. Alors, le résultat, aujourd'hui, on va dire que ça a été une réussite, mais enfin, il y a toutes sortes de choses dans la politique forestière qui essaient d'accompagner des mesures, pas forcément pour lutter contre le morcellement, c'est-à-dire le fait que la propriété est morcelée, mais pour lutter notamment sur le premier point qui est économique, le fait que inciter les propriétaires forestiers à se réunir pour gérer. Bien évidemment, je pense que dans la tête de tout le monde, les attentes sont toujours formulées dans les réunions où on parle de morcellement, c'est à quand un remembrement en forêt. Je pense qu'il faut faire le deuil du remembrement en forêt, on ne se fera jamais. Il s'est fait en agriculture dans les années 60, dans des conditions bien différentes aujourd'hui, à la fois de richesse de l'État, et puis pour des raisons
d'aménagement du territoire, de post-guerre, d'alimenter la population. Sur le sujet forestier, je pense que ça n'arrivera jamais. D'abord parce que l'État n'a pas les moyens, et puis pour ceux qui vivent en secteur rural, et je suis sûre que certains d'entre vous sont en vrai dans la réalité rurale, vous savez que même aujourd'hui, on parle encore du remembrement agricole, avec des guerres au milieu des villages, dans les familles, et voilà, on fait ça, bref. Donc, je pense qu'il faut faire le deuil de ça. Donc du coup, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui en matière de politique forestière pour aider à lutter contre le morcellement, ou en tout cas à lutter contre ses impacts? Il y a la première chose qui est le regroupement. Alors, avec plusieurs choses, du regroupement de gestion, du regroupement en propriété, et des regroupements pour faire des choses différentes. C'est-à-dire, je vais en citer quelques-uns, parlé, il y a les coopératives encore qui ont parlé, il y a les coopératives qui réunissent des propriétaires et qui gèrent de façon collective des propriétés qui de fait sont plus importantes. Les propriétaires se sont regroupés aussi pour lutter contre l'incendie. Bref, le regroupement, et si vous regardez le code forestier, il regorge de toutes sortes de formes juridiques qui vont de, encore une fois, la question de la mise en commun de la propriété. On voit bien qu'avec tous ces éléments-là, même avec tous ces éléments-là, la mobilisation de bois n'a pas forcément augmenté, le morcellement est toujours là, même si il peut être qu'une façade, c'est-à-dire qu'on peut avoir un morcellement propriétaire et qu'ils aient décidé de gérer tous ensemble, et que c'est moins problématique. Mais en tout cas, le législateur a estimé qu'il fallait mettre en place un nouvel outil encore pour compléter cet arsenal qui a été mis en place par la loi d'avenir. C'est la même partie que vous avez citée tout à l'heure sur le programme national de la forêt et du bois. C'est un élément supplémentaire et qui est le GIEF. Alors, je vous ai mis une diapositive un peu détaillée, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail pour que vous sachiez ce que fait le GIEF, le groupement d'intérêt économique en environnement. Je dis pourquoi il faut que vous le sachiez, parce que même s'il a été créé depuis 2014, il n'y en aura que 5 en France pour le moment. Pas dire que ça se soit développé comme des petits pains. Pour autant, pour moi, ce n'est pas forcément un constat d'échec. Le temps est plus long en forêt. Et je pense en plus que la façon dont on l'a abordé au départ n'était pas forcément la bonne façon de faire. Et je pense qu'on va voir augmenter le nombre de G. Je m'explique. Ce que prévoit la loi, c'est de dire on va regrouper la petite propriété forestière en gestion. Donc on va permettre aux gens qui ne géraient pas ou qui ne voulaient pas gérer de nommer un gestionnaire et de travailler ensemble sur la base d'un document très important qui s'appelle le PSG concerté, donc le plan national de gestion concertée. On se met tous ensemble, on décide de ce qu'on va faire. Eh bien je pense qu'en l'attrapant comme ça, on explique le fait que ça a mis beaucoup de temps. En fait, les premiers jets qui sont sortis sont des structures qui existaient déjà sous un autre nom, donc l'association syndicale libre, bref, et association syndicale de gestion forestière, ASG. Voilà, j'y suis arrivée. Mais je pense qu'à l'image des 2 derniers qui sont sortis, il faut attraper les choses un peu différemment et d'attraper, entre guillemets, un gros propriétaire et lui demander de faire noyau et d'ensuite venir agréger autour de lui des voisins, bien sûr, pour pouvoir faire une structure encore plus grosse. Donc, autant les 3 premiers GF qui sont faits dans le sud de la France sont vraiment l'illustration de ce que souhaitait la loi, autant les 2 derniers sont plus une adaptation de et si on faisait un petit peu autrement. Moi, pour l'avenir, ce que je vois sur ces GF, c'est que le législateur a été timide ou prudent, je ne sais pas comment je vais dire, elle va dire prudent, c'est plus positif, et il n'a prévu dans la loi que le regroupement de propriétés privées. Et ce que dit le programme national, notamment, c'est que c'est une façon de penser particulière et qui est propre à la forêt que de séparer la forêt privée d'un côté, la forêt publique de l'autre, tout ça c'est jamais que de la forêt, en tout cas une forêt, et qu'il y a tout intérêt à travailler ensemble. Et moi, si je devais donner des conseils aux prochains législateurs qui travaillent sur les lois forestières, c'est d'ouvrir un peu le champ, notamment à la forêt communale, pour que localement on travaille non plus sur forêt publique et forêt privée, mais sur des massifs, et
ce que préconise le programme national de la forêt. Il y aura encore un autre outil pour compléter ce panorama. Ça, c'est le code forestier. Et puis, au-delà du code forestier, il y a d'autres mesures qui sont des aides, alors plus ou moins directes. Il y a du fiscal, il y a aussi des aides directes. La première aide fiscale, vous les connaissez tous, c'est des aides qui sont destinées à faire plus de gestion en forêt. C'est les fameux défis travaux, défis assurances, etc. Eh bien, ces aides qui sont des défiscalisations de quand vous investissez en forêt, elles sont plus importantes si vous êtes regroupé que si vous êtes propriétaire individuel. Donc elles sont de 18% si vous êtes individuel, 25% si vous êtes regroupé, que ce soit en GF ou en coopérative. Donc l'État vous incite à vous regrouper. Il dit si vous êtes regroupé, eh bien, je vous octroierai des avantages supplémentaires. Je ne l'ai pas dit là, je reviens une minute en arrière. Sur les JF par exemple, autre type d'aide, au-delà de la fiscalité, qui est une aide plus directe, qui a été mise en place l'année dernière, c'est de dire, avant que le JF me rapporte, il me coûte, je dois faire ce que je disais tout à l'heure, un PSG concerté. Donc on a mis en place une aide qui prend en charge une partie du coût du PSG concerté, en disant que peut-être en faisant sauter ce verrou, qui semblait être contraignant pour les propriétaires, on va aider à développer les JF. On n'est pas encore là, puisque l'aide a été mise en place que l'année dernière. Moi, j'ai bon espoir que ça puisse faciliter les choses. J'ai dit vite. Restructuration foncière. Alors, je pense que certains d'entre vous qui interviennent après, notamment je sais que Denis parlera de ça, le droit de préférence et le droit de préemption, mais c'est vraiment des outils qui sont dans le code forestier et qui aident aussi à favoriser la restructuration. Je fais une incursion par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je disais le droit, le morcellement, c'est plutôt un sujet de forêt privée et moins un sujet de forêt publique. Pour autant, l'État ne se prive pas d'utiliser le droit de préférence et le droit de préemption pour réorganiser, entre guillemets, sa forêt domaniale et toucher telle ou telle dangereuse. Et donc, c'est des règles assez souvent. Les services de terrain nous proposent d'acheter tel ou tel petit morceau de forêt pour pouvoir avoir la plateforme de retournement qui va bien, aménager des forêts domaniales. Donc, ces éléments-là sont utiles et en forêt et en forêt publique. Bon, là, je l'ai mis par comment dire, cohérence intellectuelle, mais bon, je ne vais pas commenter devant vous, vous connaissez, je ne suis pas sûre que vous l'aimiez beaucoup. Mais il s'agit d'une aide du notariat, chère madame. Une aide du notariat et pas de l'État. Voilà, tout à fait. Mais il est vrai, alors je ne sais pas, il faudra qu'on en fasse un bilan, mais il est vrai qu'un des éléments qui nous remontait beaucoup, il y a eu une excellente analyse du CNPF là-dessus, qui était de dire que pour des toutes petites forêts, toutes petites, les frais notariés étaient supérieurs au coût d'achat, et que c'était un frein au morcellement. Il faudra faire un bilan, parce que c'est peut-être un petit peu récent, de voir si cette mesure-là a pu améliorer les choses. Voilà. Et puis le dernier point que je voulais vous présenter, c'était de dire que, au-delà de cet arsenal juridique, fiscal et budgétaire, on a essayé, alors c'est pas encore ouvert, mais ça va l'être bientôt, on a essayé autre chose. On s'est dit, mais est-ce qu'on essaie autre chose? Est-ce qu'on va vers d'autres types de mesures plutôt que de se baser là-dessus? Et on a travaillé, alors quand je dis on, c'est l'État et le CNPF, je vois des collègues du CNPF, et puis plus largement la filière dans son ensemble, puisqu'on a présenté notre projet à la filière, on trouvait que c'était intéressant et qu'on avait tous intérêt à s'y consacrer. Et donc on ouvrira en janvier un grand mot, mais en tout cas c'est une plateforme numérique ouverte à tous les propriétaires forestiers. Certains notaires ont participé à notre groupe de travail parce que c'était intéressant aussi pour les notaires comme outil. Mais la cible n'est pas le notaire, la cible est le propriétaire forestier qui ne gère pas sa forêt. Et donc ça se présente comme un site national et qui nous permet tout de suite d'aller en région en donnant, il faut connaître le numéro de parcelle. C'est sûr, si on commence par pas connaître, là on est fichu. Mais bon, normalement, on connaît son numéro de parcelle cadastrale, même si on n'a jamais mis les pieds en forêt. Ça vous localise votre forêt.
faut. Ça vous localise votre forêt, ça vous permet donc déjà de visualiser les volets, ça va très bien. Ça vous permet de repérer autour qui sont les gestionnaires au sens large qui peuvent vous accompagner sur sa gestion, que ce soit des experts, des coopératives, le CNPF, les services de l'État, etc., etc. Ça vous donne des informations sur le prix du bois, sur donc la liste des professionnels, etc. Gérer ces chantiers, c'est pour les entrepreneurs, mais je m'arrête à ce que j'ai listé parce que c'est plutôt ça qui va vous intéresser. En fait, vous le savez, j'ai commencé mon intervention par ça. Le cadastre n'est pas à jour. Et le cadastre, surtout, est anonyme pour le commun des mortels. Et le cadastre est un outil dont vous avez besoin, vous les notaires, notamment sur les droits de préférence, sur les plans, etc. En tout cas, c'est un outil qui vous est précieux. Et donc, comme le cadastre ne peut pas être désanonymisé, en tout cas, c'est le bataillon qu'on a perdu, eh bien, on s'est dit, on va travailler à l'inverse. Et donc, on va travailler sur le volontariat du propriétaire. Donc, moi, Véronique Borzlex, petite propriétaire ayant dit au hasard de Corrèze,